Bienvenue à vous, content de vous retrouver, notre numéro 63. Le thème du film Le Mépris, composé par Georges Delerue. Oui, a été composé par Georges Delerue, compositeur faisant partie de la génération de compositeurs français, de musiciens français ayant immédiatement pour génération pris la relève de celle d'Éric Satie. Et lorsqu'on tombe sur des documents qui ont été conservés de notre musicien, de Georges, dans ses rapports à la création, à la vie, et comme j'ai pu le voir aussi, aux animaux, on tombe sur plus d'un aspect, sur des éléments, nous renvoyant immanquablement à ce monde que nous allons dans ce 3 sur 3 du centenaire Satie essayer de notre mieux de restituer, de recomposer. Mais avant, un petit message à l'adresse de ceux qui n'ont pas pu résister, de cracher sur la mémoire d'une dame de 91 ans, de 91 ans, venant tout juste de prendre congé de nous, oui, qui n'ont pas pu résister là. Euh, Le plus grand, un des plus grands symboles de l'histoire du cinéma, sans faire de sentimentalisme facile aucun. Ainsi que je revois feu mon père me l'expliquer un jour, un soir, en rentrant sur le chemin de la maison, un des plus grands symboles, m'expliquait-il, ayant existé de l'histoire du cinéma, que vous fassiez partie ou non de ceux qui m'ont scié les côtes avec de l'histoire et de l'ordre symbolique avant de vous avérer une fois de plus, comme on vient de le voir, impuissant à les lire l'un et l'autre pour histoire et ordre symbolique lorsqu'elle se joue, lorsqu'elle frappe sous nos yeux, que vous fassiez partie ou non de ceux qui, voici 15 jours, ont encore jugé bon de venir me recommander de me reconvertir en garçon d'écurie après des années à faire gratuitement la promotion de vos livres saints. Je pense que vous, qui n'avez pu vous retenir de cracher comme vous l'avez fait, je pense que mon tour est venu, le moment est venu de vous retourner, eh bien, tout simplement tout mon mépris. Voilà. Alors, troisième et dernier numéro, 1925-2025, le centenaire de la disparition d'Éric Satie. Je ne sais pas trop. À vrai dire, vous savez, l'une des dernières œuvres de Satie s'intitulait Mercure, le ballet instantanéiste, s'il vous plaît. Mercure, qui a dû être créé en 1924, l'année avant sa disparition. Avec relâche, l'un de ses deux derniers ballets est parmi les titres judicieusement trouvés d'un des bouquins que je vais vous montrer, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé jusqu'à présent. Sur Satie, dans le courant de ce numéro, il y a un chapitre qui a été intitulé par l'auteur Le Mercure tombe ou Le Mercure est tombé. En matière de mercure, je ne sais pas trop où j'en suis. Pour température, je sens que, oui, la fièvre, comprenez, sa bataille ferme à l'intérieur de votre serviteur, mais je tenais toute même raison pour laquelle sinon tant pis, je fais appel à votre indulgence si ce numéro se déroule un peu plus, si pas comme ça, cas un cas, mettons, mais oui, sa bataille ferme. Ceci dit, je tenais absolument à ce que ce soit posté avant le passage à l'an nouveau. À 2026. Alors pour commencer, je vais vous lire un fragment je vous ai dit, hein, il y a tout de même une quantité non négligeable d'ouvrages qui oui, une quantité d'ouvrages parus autour de Satie dans le courant de la dernière décade écoulée. Je vais vous lire ce petit fragment. Je retrouve mes bigleuses. Permettez. Alors, notre ce qu'on peut appeler notre fragment d'ouverture, notre premier texte, je vous donne les, ou redonne les, car c'est pas la première fois, ce livre, les références juste après, et comme d'hab, tout sera en dessous, en partie description. Alors le style Satie,
Le style Satie s'impose. L'intelligentsia musicale parisienne le trouve aberrant. Et bizarre, aberrant et bizarre. Pourtant, il s'agit seulement de l'équivalent musical de la manière dont Eric se tient au monde. Il est un continent sans passeport valide. Il est sans barrière, sans limite. Il invente donc un style vertigineux en supprimant les barres de mesure. C'est cela, le style Satie. Aucun jugement, aucune mesure, aucune norme ne peuvent plus vous barrer la route. Avec cette partition sans clé, où manquent toutes les barres, Satie peut nous faire croire qu'elle continue à l'infini, qu'elle peut marcher sans s'interrompre, car à chaque fin de page, on doit revenir au début et recommencer. Les phrases coulent jointes et disjointes d'un souffle comme tournoient le vent et la vie et la grâce et la mort, comme toute la lumière de l'univers d'un seul coup, en gommant la ponctuation. Il défile, bon Dieu. C'est dans les parapluies d'Éric Satie, hein. Oui, je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, le livre de Stéphanie Calfon, dont les références seront indiquées en dessous de la vidéo. Je vous lirai encore dans le courant de ce numéro quelques fragments, car je l'aimais vraiment beaucoup, hein, notamment pour son caractère très intimiste et sa façon tout de même assez pointue de procéder. Elle insiste beaucoup sur la carrière du compositeur, allant jusqu'au... Même si elle peut évoquer ce qui s'est produit ultérieurement, hein, elle le fait, mais c'est surtout ciblé sur la première moitié de l'existence du compositeur jusqu'au moment où il fait le choix de quitter Montmartre pour émigrer en direction d'Arcueil-Cachan, où il résidera, vous le savez, les 27 dernières années de son existence. J'avais vraiment beaucoup aimé le bouquin sorti vers 2017 de Stéphanie qui nous... Pour revenir sur ce continent, dans un premier temps, c'est ça qui, dans ce bouquin, et oui, en particulier dans ce passage, l'image de ce continent sans passeport valide. Lorsque ça vous arrive d'aller vous balader dans des zones, ou tout du moins à proximité d'endroits où il vous a donné, où vous avez de sérieux, de solides antécédents, nous allons dire, hein, sans entrer dans le détail. Oui, des lieux qui vous ont été tout de même assez familiers, ne serait-ce que sans vous aventurer trop près, mais lorsque vous allez vous balader dans les parages à proximité, est-ce que ça ne vous vient jamais à l'esprit l'image comme, oui, sur le plan de la mémoire, comme d'une espèce de continent, oh, on peut dire pour notre part, oui, rien ne vous interdira d'ajouter pour épithète, de parler de continent perdu, de continent englouti, comme vous voudrez, et partant, lorsqu'en rêve, hein, vous, en rapport avec les activités auxquelles vous vous êtes durablement, oui, vous vous êtes durablement adonné à ces activités auxquelles vous vous êtes consacré durant si longtemps, à ces endroits-là, oui, j'allais dire à ces cendres, je l'ai pas fait exprès, à ces endroits-là, vraiment pas fait exprès. Je ne réclamerai pas de médaille pour ça, mais en rêve. Lorsque, en rêve, curieusement, les personnes avec qui vous avez taffé, le cas échéant, notamment à ces endroits, lorsque vous les voyez en rêve rappliqués ensemble comme ça, allez, on revient, on remet ça, et tout en sachant pertinemment, vous qui êtes en train de rêver, vous qui faites le rêve, vous sachez pertinemment, et là, bon, on ne va pas même passer son temps à faire de l'arithmétique, mais on pourrait assembler divers paramètres pour ce qui serait d'être tout à fait conscient que, oui, pour remettre ça, alors là,
Vous en êtes tout à fait conscient que ce n'est plus possible, que ça ne reviendra plus et la musique de Satie, que vous en ayez fait la découverte ou pas, à ces 10 endroits, comme ce fut le cas de votre serviteur, la musique de Satie, je pense bien que c'est là qu'elle peut le mieux s'immiscer en tant que musique qui, oui, qui s'immisce dans le temps au moment même où celui-ci est déjà en train de s'abolir. Satie avec, c'est ça, Satie, sa mélancolie infinie. En somme, c'est ça. Un très joli passage sur lequel j'avais envie de m'accorder comme quelques, oui, en guise d'exercice, je ne sais pas si on peut dire. Exégèse, et ça vaut encore une fois ce que ça vaut. Satie, compositeur assimilé, il faut bien le dire, durablement à l'idée de modernité. Et c'est qu'aujourd'hui, sur cette plateforme, alors là, on s'en donne à cœur joie. Tirer à boulet rouge là-dessus, sur la modernité, sans faire dans le détail. Rien que du blanc, que du noir, sans chercher à nuancer, à établir de distinction. On tire à boulet rouge sur la modernité, confondue, il va sans dire, avec le dit monde moderne, et on ne cherchera pas non plus à essayer d'établir un distinguo, et nous en avons déjà parlé. J'entendais quelqu'un dire il n'y a pas longtemps que ce que beaucoup désignent comme le wokisme, hein, ici, sur cette plateforme, et pas seulement, ce que beaucoup désignent comme le wokisme, ça désigne tout simplement la post-modernité, mais beaucoup se garderont de le faire, ou ça ne les arrangera pas trop d'appeler de cette manière un chat, car au bout du compte, ça pourrait questionner l'attitude, oui, l'attitude envers les rapports de production au sein desquels nous sommes, hein, et une raison pour laquelle on s'abstiendra d'aller trop y voir et ce distinguo, de l'établir. Nous en avons déjà parlé de la postmodernité. Je peux vous renvoyer encore une fois au numéro sur le requiem, notamment le requiem pour la French Theory, hein. Nous l'avons déjà fait. On ne va pas entrer dans le détail pour ça aujourd'hui. On n'a pas vraiment le temps, et je ne suis, pour tout vous avouer, pas vraiment à ça. En revanche, je crois que ce serait une bonne idée, et Eric, ça, pour retomber tout doucement sur lui, il aurait apprécié ce petit fragment de Karl-Heinz Stockhausen. Oui, Stockhausen, Stocky, il nous a quittés en 2007. Ça fera 20 ans bientôt. Et je pense que c'était tiré, d'une interview de la fin du siècle dernier. Il détestait cette expression de post-modernité, Stockhausen. Il trouvait que c'était un terme, en regard de ce qu'il avait fait, de ce qu'avait été toute sa vie, de ce qu'il avait fait toute sa vie. Il trouvait que c'était un terme répugnant. Et à un moment donné, ici, il dit, tout en ayant soin de préciser qu'il plaisante parfois, des fois, mais je crois pas trop, hein, c'est moi qui ajoute. Post-moderne, voilà, il revenait encore avec ça, post-moderne, alors pourquoi pas aussi le train moderne, et l'armée moderne, et la marine moderne, et même la Lufthansa moderne. Ce sont des notions idiotes que des gens ont imaginées pour devenir célèbres et écrire un livre dessus. On disait déjà post-sériel dans les années 1960. Il aurait pu dire quand j'étais plus jeune, donc oui, dans les années 1960, je dis. Et alors, ce ne sont pas des notions, cela n'apporte absolument rien quand on dit post-classique ou post-romantique ou post-moderne. Pas davantage. Ensuite, nous disait encore Stockhausen, ensuite vient le néoclassique, le néo-romantique, etc. Peut-être parlerons-nous bientôt de néo-moderne, hein. Je suis sûr que Eric, il aurait adoré. Mais oui,
Ah, cette fichue post-modernité. Mais il est vrai que, c'est, la plupart du temps, c'est la modernité tout court qui prend les coups. Pour la définir, elle, je me demandais, la modernité, si le mieux ce ne serait pas de se me reporter à ce que Vassili Kandinsky, dans son livre du spirituel dans l'art, proposait, lui, vers 1920-1921. Oui, Kandinsky, dans du spirituel dans l'art, citait lui-même ici, dans mon bouquin, dans un livre de Richard Millet, c'est dans Déchristianisation de la littérature. L'art est peut-être un moyen de pécher contre l'esprit, voilà, hein. Moi, je me demande si, le meilleur moyen de définir la modernité, ça ne réside pas, hein, il ne faudrait pas d'abord réfléchir sur cette base, si ça ne réside pas quelque part dans la question qui est posée ici, soulevée par Kandinsky. L'art est peut-être un moyen de pécher contre l'esprit, comme il peut être l'instrument du spirituel, tout particulièrement dans l'abstraction, écrit Kandinsky. Alors oui, pécher contre l'esprit, commettre une possibilité d'aller davantage vers le spirituel. Il y en a beaucoup qui en sont convaincus aujourd'hui que, quoi et qu'il en soit, il y a toujours un moment, la modernité, il y a toujours un moment où ça débouche sur une forme, oui, sur comme de la perversion, sur le plan de l'état de nos sociétés, de l'état de nos mœurs. Je me contenterai de faire observer qu'il y a sur la planète des états, des sociétés qui se trouvent dans un état délabrement moral, comprenez, de décadence et de corruption, franchement pas possible, hein. Oui, ceux qui se trouvent le plus avancés sur le plan de la décadence et de la corruption en guise d'État, de société. La Corée du Sud, l'Ukraine, vous voyez, je ne suis pas sectaire et qui produisent ou ont produit, qui dans un passé récent, on leur doit tout de même des productions artistiques, franchement du meilleur tonneau, vraiment du meilleur tonneau artistiquement parlant et du meilleur tonneau sur le plan de la modernité et de la meilleure modernité. Alors, comme quoi, je me contenterai juste là de faire observer, juste en passant, qu'on ne peut pas dire que là, l'art, il aura précédé la décadence, la dégradation des dix mœurs, mais bon, cette façon de voir de cette modernité qui, au bout d'un moment, même chez les plus grands, notez Stravinsky, les oui, remords d'un Stravinsky, à partir de sa quarantaine, nous dirons, qui était intimement convaincu et qui s'en voulait, d'avoir apporté son appui, par sa musique, son appui à l'essor de la modernité et permis la mise en place d'un type de société, d'un type de monde qu'il réprouvait, qu'il n'aimait pas du tout. Bon, et je ne m'aventure même pas ici, on pourrait le faire, sur un plan purement, anecdotique, tout du moins, entre, parenthèses, s'il ne lui est pas arrivé des fois de se demander si dans son Sacre du printemps en 1913, 4 ans avant 17, il n'avait pas, lui qui ne sera jamais, communiste, il n'avait pas à son insu, glissé, laissé passer involontairement des codes, des formes de signaux qui, dans son sacre, auront accéléré le processus révolutionnaire, le déclenchement de la révolution dans son pays. Bon, on laisse ça, sur le côté, mais remords pour sûr
d'Igor d'avoir apporté, son appui à un moment donné à cette modernité et résultat des courses, à de très rares exceptions près dans sa production à lui, les 20 dernières années, rien que du sacré, hein, à de très rares exceptions près, rien que, de la musique religieuse et avant lui, hein, on en a déjà parlé, avant lui, il y avait eu Vassili, Kandinsky. Lui, c'est carrément lui qui lui a ouvert la porte, hein, au monde moderne, à l'art moderne, avec l'art abstrait, hein, et c'est lui qui écrit, La soixantaine venue, dans ces eaux-là, c'est lui qui va écrire nous l'avons vu, du spirituel dans l'art. Stockhausen, que nous avons déjà croisé aussi dans ce numéro, hein, qui s'est toujours défendu toute sa vie d'avoir cherché à anéantir, loin s'en faut, à détruire quoi que ce soit, et qui a toujours en parallèle à sa production très variée, tout de même beaucoup plus variée que beaucoup ne se le figurent, qui a toujours joué, dirigé du Mozart en parallèle, qui s'est toujours défendu d'avoir cherché à détruire quoi que ce soit. On l'a dans l'absolu toujours présenté comme quelqu'un, comme un personnage très religieux, hein. Et au sujet d'Éric Satie, alors, Satie en 1917, quand il a fait parade dans la presse, on écrivait à son adresse et à celle des autres qui avaient affaire avec lui sur cette œuvre, qu'ils n'étaient que des fossoyeurs de la civilisation, hein. Oh, Satie, je ne sais pas trop, peut-être qu'on en a déjà parlé dans un de nos 2 numéros précédents, hein, peut-être lui aussi à sa façon, rien que une bulle de rêve, lui aussi à sa manière, il y avait longtemps, échappé d'un livre de chevalerie, une bulle de rêve avec un chevalier, oui, perdu à l'intérieur. Un chevalier en quête du Graal, du temple et du Graal, ou toujours prêt à combattre pour sa foi, un croisé, quelque chose, oui, là, quelque chose dans ces eaux-là, dans ces eaux sacrées-là, mais oui, des eaux comprises au bout d'un moment dans une petite bulle de rêve, échappée d'un bouquin, échappée d'un parchemin médiéval, hein, ou alors tout simplement un petit enfant de 58 ans qui continuait à se montrer aussi pieux, comme il l'avait appris aux côtés de sa maman, hein, et peut-être que, je rappelle qu'il était écossais, hein, c'est pour ça qu'on s'autorise des anglicismes comme il était, écossais. Du côté maternel, peut-être que sur ce point-là et même, pour Éric Satie du soviet d'Arcueil, et on y revient en fin de numéro, sur ce plan-là, ben oui, sur ce que nous venons de dire, peut-être que oui, sur ce point-là, je dis bien, il n'y avait pas, pour lui, d'alternative, voilà, renvoyé à votre appréciation. Bon, je vais vous lire encore un petit peu de Stéphanie, en lien avec, oui, ce bain de modernité dans lequel, somme toute, Éric, se retrouve à l'époque où, il n'a que 34 ans, en 1900, peu de temps après notre Normand d'origine, hein, et il n'a que 34 ans en 1900, peu de temps après avoir fait le choix d'aller s'installer dans son dit placard d'Arcueil. Alors un petit fragment du livre de Stéphanie sur cette époque-là, sur Paris, Paris qui change et Paris demeure, Paris change et Paris demeure. L'homme moderne voyage dans les airs, utilise l'électricité, roule en automobile, s'amuse au cinéma, écoute le gramophone et découvre l'inconscient. Les bruits de la ville ont changé, de nouveaux sons apparaissent, plus mobiles, plus industriels. L'espace s'est décomposé en petits cubes cubistes. On fabrique des sons nouveaux parce qu'on fabrique des objets nouveaux, avions, moteurs électriques, pneus. Le temps cesse d'être unique. Cantor prouve l'existence d'une infinité d'infinis, lesquels posséderaient une infinité de tailles, tandis que la lumière n'a plus rien de mécanique, mais s'avère crépusculaire et ondulatoire.
Le peuple a confiance dans le progrès. Les rues aussi changent d'allure le jour où Eugène Hénard décide de les soulever afin de séparer le trafic des véhicules de celui des piétons. Les trottoirs naissent, ainsi que les ronds-points, forçant tous les véhicules à circuler dans le même sens. Et tous les véhicules obéissent. Paris se transforme et petit à petit se range, s'organise, accélère. La mode est à l'unisexe, tandis qu'on se passionne pour l'étude des maladies mentales, spécialement à la Salpêtrière. Le langage, la ville, les gens sont devenus moderne style. Les façades adoptent le style nouille. Toutes les lignes futures seront donc déformées. Le mouvement est partout. Les omnibus de la CGO assurent l'essentiel des transports, garantissant une vitesse record de 8 km/h. Mais si on est pressé, le seul moyen rapide reste le bateau-mouche, qui atteint les 15 km/h. Néanmoins, attention aux heures de pointe. Si on préfère garder son indépendance, il est recommandé de posséder une bicyclette. Cependant, évitez les halles et son brouhaha de charrette fin de siècle. Dans tout s'accélère et tout change, mais il reste un détail que le progrès n'améliore pas. Nous allons tous mourir, voilà qui reste d'actualité, mais cela est une autre histoire. Alors, je me disais que dans ce numéro, et puis je me suis dit non, pas trop tout de même, ou alors de façon très indirecte, vous allez le voir, on n'a peut-être pas énormément parlé de Satie durant la période 14-18. Il avait 48 ans en 14, il n'a pas été mobilisé, hein, et il était garde civique à une époque, ça je pense on l'a déjà dit, mais on peut le rappeler, c'était au temps où il rassemblait, oui, pour rassurer les gens en les rassemblant dans les abris. Ne vous en faites pas, de toute manière, je viens mourir avec vous, hein. Ça, c'était du Satie. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Du meilleur tonneau, hein, et une autre fois, si vous voulez, hein, dans le cadre, pourquoi pas, d'un numéro sur le premier conflit mondial, on reviendra sur la période 14-18. Notez que dans le livre dont vous allez voir la couverture dans quelques instants, il y a un chapitre très bien étoffé sur cette période. Oui, le moment est venu de vous montrer, publié dans le courant, au printemps dernier, dans le courant 2025, celui de Vasselin, le livre de Christian Vasselin, qui est un inédit sorti dans la collection des biographies de la NRF. Éric Satie, Christian Vasselin, sur la couverture, c'est vraiment le Satie avec son terrible regard. Oui, c'est son regard de tueur normand, où on se contentera de dire son regard de viking, de navigateur viking, si vous préférez, ou de normand qui s'est fait viking, hein, lui qui ajoutait, souvenez-vous, hein, comme votre serviteur le faisait aussi, tout de même des fois quand on est gosse, hein, et c'est resté avec le temps, c'est resté. Il avait remplacé le C de son prénom par un K pour faire plus méchant, plus violent, plus viking. Et avec le temps, c'est resté, c'est passé à... Oui, hein, Eric avec un K, c'est passé à la postérité. Alors, une petite histoire, est-ce que franchement c'est drôle? Eh ben, je n'en sais trop rien. Mais je vais vous la lire. Peut-être que vous connaissiez, hein, c'est quand il s'est fait réformer à l'armée. Ça devait être en 1888. Alors, je me contenterai au sujet du livre de Christian Vasselin, pas plus que celui de mon compatriote Patrick Rogier, davantage sous forme romanesque, dont nous parlions dans le numéro 2, hein. Je ne vois pas trop en vertu de quoi j'aurais... oui, après 40 ans, il y a 40 ans tout juste maintenant, après 40 ans de satisme, hein, d'épopée satiste, dans le chef humble, bien sûr, dit en passant aussi de votre serviteur, mais 40 ans tout de même, je ne vois pas trop en vertu de quoi
Je m'attarderai sur un examen critique de ces livres, car si vraiment, hein, quand j'avais 13, 14 ans, on avait pu me refiler un bouquin comme celui-ci, alors là, je ne sais pas si je serais, oui, est-ce que je serais devenu dingue? Quelque chose d'approchant, on va dire. Alors, je vous lis l'histoire. L'histoire, de la fois où il s'est arrangé pour se faire, à l'armée. Oui, l'histoire à l'armée. Et il avait dit que la vie, pour lui, lui était devenue tellement intenable. Voilà, il écrivait: «La vie fut pour moi tellement intenable, je résolus de me retirer dans mes terres et de passer mes jours dans une tour d'ivoire ou d'un autre métal métallique. C'est ainsi que je pris goût pour la misanthropie, que je cultivai l'hypocondrie et que je fus le plus mélancolique de plomb des humains. Je faisais peine à voir, ajoute-t-il, même avec un lorgnon. Même avec un lorgnon en or contrôlé. Alors il écrit ça en 1800, à l'époque où il avait aménagé au 70 rue Turbigo pour vivre son indépendance, hein, ne sachant trop comment échapper au conservatoire ce conservatoire qui l'obsédait, dit-on, et qui le torturait jusqu'au jour où, voilà, figurez-vous, jusqu'au jour où il trouve une solution étonnante pour un jeune homme sensible et irrésolu, embrasser la carrière des armes. Hmm. Il part pour 3 ans à l'automne 1886 en tant qu'enrôlé volontaire. L'armée, une prison, est bien plus rude, peut-être, mais qui lui paraît préférable, au bout d'un moment, aux murailles du conservatoire. À cette époque-là, tous ses profs le trouvent élève nul, hein. À cette époque-là, c'est comme ça. Il a déjà, je tiens à le préciser, composé quelques-unes des pièces qui, encore chaque jour que les dieux font, lui valent d'être écouté et admiré dans le monde par des millions de personnes. À ce moment-là, il l'a déjà fait, c'est déjà écrit, mais bon, élève nul, sur toute la ligne. Donc voilà, il se met dans l'idée d'aller à l'armée, hein, on l'a vu. Alors l'armée, une prison est bien plus rude, peut-être, mais qui lui paraît préférable aux murailles du conservatoire. Sur une photographie datant de cette année-là, il apparaît assez raide, imberbe, les cheveux coiffés en arrière, le front déjà dégarni et un binocle sur le nez, une allure plus fébrile que martiale. Il se retrouve au 33e régiment d'infanterie, à Arras, où il n'est pas difficile d'imaginer qu'il ne s'amuse guère. Alors, c'est là, raconte encore Monsieur Vasselin, qu'il a cette autre idée saugrenue. Se donner une pneumonie qui lui permettra d'être réformé. Pour faire aboutir son plan, il ne trouve rien de mieux au plus fort de l'hiver, comme maintenant. Essayez d'imaginer, hein, ça caillassait par les temps oui, par les temps présents. Alors lui, pour faire aboutir son plan, il ne trouve rien de mieux au plus fort de l'hiver que d'enlever son paletot, déboutonner sa chemise et s'exposer à l'air cisaillant pendant des nuits entières, la gorge et la poitrine dénudées, en attendant que le froid ait raison de ses bronches, ce qui ne manque pas d'arriver. Voici venir la pneumonie tant attendue, qui sourd comme une sève maligne. Hospitalisé en avril 1887, Éric est finalement relevé de ses obligations le 14 novembre, et c'est ainsi, comme je le disais, qu'en 1888, il partira vers de nouvelles aventures. Hospitalisé tout de même, hein, Éric est finalement relevé de ses obligations militaires, mais, conclut notre auteur, fallait-il en arriver là?
Le livre, de Christian Vasselin, je rappelle qu'il s'agit d'un texte inédit en folio, hein, et oui, c'est très fouillé. C'est très fouillé pour ce qui est, déjà, c'est très bien structuré. On procède sous forme linéaire, chronologiquement parlant, dans la vie et le parcours du compositeur, mais alors même que la plupart des livres qui sont sortis sur Satie, jusqu'à présent et dans le courant des 10 dernières années, se penchaient surtout sur son esthétique, sur son parcours artistique. Ici, il y a un réel souhait, de couvrir un peu tous les champs. Hein, oui, un peu tous les champs qu'on prenait sur le plan biographique et en s'efforçant très bien, en historien, de resituer, oui, tous les grands axes, les grands courants, esthétiques, sociaux, politico-sociaux de l'heure. En quoi Satie se sera inscrit là-dedans? En quoi il aura été, plus dans le prolongement de certains de ces courants? En quoi est-ce qu'on peut le considérer comme ayant été le plus innovateur, bien sûr? Quand est-ce qu'on peut le dire comme ayant été le plus solitaire? Voilà, tout est très bien et tout ça très bien remis en contexte, comme je l'ai dit, hein. Oui, c'est très étoffé si vous n'avez jamais rien lu encore, sur Satie et même, hein, je suis rudement content d'en avoir fait l'acquisition aussi. Pour ma collection, eh bien, on s'achemine déjà tout doucement vers la clôture, de ce numéro et je vous avais promis de remettre en ligne le fameux article de Satie paru dans l'Humanité. Oui, son article de l'Humanité daté du 11, oui, c'était le 11 octobre exact, ouais, pas gouré du tout. Le 11 octobre 1919, nous sommes un peu plus d'un an avant, le début du congrès de Tours. Aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons, c'est l'anniversaire du congrès de Tours. C'était le 30, dans la nuit du 30 décembre 1920, au terme de l'année 1920, hein, donc un peu plus d'un an après la parution du texte de Satie, qui n'est pas un texte exclusivement politique et militant, mais tout de même qu'il est aussi. Oui, c'est l'anniversaire. À l'heure où nous parlons, hein, devait y avoir pas mal d'animations du côté de Tours dans la nuit du 30 décembre 1920 et la section française de l'Internationale ouvrière de Jean Jaurès allait prendre la décision de rallier la troisième internationale. Il était 2h45 du matin à ce moment. Oui, dit comme ça, dit comme ça. 2h45. 2 heures, il était 2h45 du matin. Et Éric Satie, pour sa part, qui était au Parti socialiste, allait, à l'issue de ce congrès, faire le choix d'intégrer les rangs de ce qui était en train de devenir le Parti communiste français, d'où son surnom aimable des derniers temps de Satie, oui, du Satie, de l'ermite d'Arcueil, disait-il, qui vous saluait bien, Éric Satie. Eh bien, l'ermite d'Arcueil, l'ermite du soviet d'Arcueil, a écrit cet article publié en première et deuxième page de l'Humanité en octobre 1919. C'est très facile de l'avoir en moteur de recherche dans les archives de l'UMA. Sincèrement, si vous avez un peu de temps, ce n'est pas énorme, hein. L'intégralité du numéro du journal, ça fait 4 pages.
Bon oui, la 4e, la dernière est peut-être un peu dispensable, franchement datée, mais si vous, pouvez faire lecture, rien qu'une fois comme ça, c'est incroyable, ce qu'il y avait comme matière ce jour-là dans l'humain, et si vous pouvez en faire la lecture complète une fois, déjà ça s'ouvre avec le rapport de Bullitt, oui, le rapport, du représentant des États-Unis dans la jeune Russie soviétique à l'adresse du président Wilson. Déjà ce rapport, il faut lire absolument. Je ne vais pas vous faire un dessin, sur le plan de oui, il y a certaines, sans le faire exprès, certaines perspectives d'actualisation très riches, et je ne vais pas plus loin. Lisez, le rapport Bullitt dans ce numéro-là de l'UMA. Dans la foulée, lisez tout, c'est vous verrez, c'est incroyable ce que ça donne, sur le plan kaléidoscopique de l'époque, et notamment pour l'art et la musique avec l'intervention, de notre ami. Mais avant de vous lire ce texte, je vous avais promis aussi de vous faire des recommandations, hein, d'écoute, et John Cage, hein, nous en avons parlé, c'est un euphémisme, combien Satie aura pu compter, pour Cage dans son parcours à lui et dans sa production, et aussi, comment d'une certaine manière Erik Satie, à titre posthume, pour ce qui sera de se faire connaître, à l'international, hein, déjà, dans le Nouveau Monde, grâce aussi à Virgil Thomson, et à Virgil Thomson, grâce à Thomson comme grâce à Cage, qui feront beaucoup pour diffuser Satie, dans le Nouveau Monde, eh bien, je vais vous recommander, je vous avais promis de vous recommander une œuvre de Cage, mais où on ressentait très bien la patte d'Eric. Demandez, en moteur de recherche sur YouTube, vous trouverez dans l'intégrale Cage pour le piano, l'intégrale de la production pour piano de John Cage en 1980. Demandez en anglais, ça donne, mal prononcé par moi, Furnitures, comprenez fourniture, hein, Furnitures, musique, etc. Voilà, fourniture, musique, etc. Ce sera beaucoup mieux dans notre langue de Molière, et d'Éric Satie, entre autres, hein, puisqu'il maîtrisait très bien, la langue de Shakespeare aussi, de par ses origines, et il aimait bien intégrer des anglicismes dans ses plaisanteries, dans ses fantaisies à lui. Il aimait bien ça aussi. Alors, fourniture musicale, pourquoi? En 1980, John Cage compose ça car il a envie de rendre hommage à ce qu'Eric, dans la dernière partie de sa carrière, ses musiques d'ameublement. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Oui, Eric avait composé ces musiques dites musiques d'ameublement qui, d'une certaine manière, prophétisaient la façon dont, oui, via un certain consumérisme, c'est vrai, on allait déboucher sur, et aussi, les masses médias, la radio, la radiodiffusion, on allait diffuser, on allait déboucher, pardonnez-moi, sur l'infra-musique, sur, cette musique un peu qui amenait avec le temps à se fondre, et jusque dans les ascenseurs, voilà, pour faire court, à se fondre un peu partout dans le décor, ce qui forcément au bout d'un moment, ben oui, il y avait de quoi se questionner. Est-ce que c'était dans le fond très très valorisant ou non pour ce qui avait été vu comme l'art, s'il vous plaît, l'art musical, ce sort qui devait lui être fait dans l'inframusique et jusqu'à hyper, voilà, ultra saturation au bout d'un moment donné, et c'était une façon de mettre bien le doigt dessus, là-dessus, déjà dès le début des années 1920, avec sa musique d'ameublement. Il avait donné des titres farfelus aussi, le carrelage phonique, entre autres, et il doit y en avoir une demi-douzaine. Il a dû en composer une demi-douzaine de ces musiques d'ameublement, un tantinet répétitif, je vous préviens, et c'était voulu, hein, ces musiques d'ameublement dont l'épouse de Darius Milhaud
qui avait très, très bien et accompagné aussi admirablement Satie dans ces derniers temps, devenu très malade, dont madame Madeleine Milo disait de ses musiques d'ameublement dans une interview assez extraordinaire du début des années 90. Elle était toujours parmi nous à cette époque, Madeleine, et je la revois disant comme ça dans son fauteuil: «Ces musiques d'ameublement, ça vous rend des marteaux, hein?» Oui, bon, ben, vous en pensez ce que vous voulez, hein, si ça rend marteau ou pas, je n'en sais rien, mais John Cage, en 1980, dans cette très belle pièce dont je vous invite à faire l'audition après ce numéro ou quand vous voudrez, musique, fourniture, et cetera. Il s'est au départ, on peut voir ça, difficile de faire autrement, une variation, hein, sur l'un des thèmes, l'une des mélodies de ces musiques d'ameublement, si ce n'est, qu'au bout d'un moment, de façon quelque peu, inquiétante, ça va lorgner. C'est-à-dire que il effectue la synthèse. Tim Cage effectue la synthèse, il part, de quelque chose qui appartient à ce qui a été vu comme l'une des pires, entre guillemets, «provocations anti-artistiques» et dadaïstes d'Erik Satie, hein, et pour, établir ses propres variations et évoluer peu à peu, revenir peu à peu vers ce qui, va nous rappeler, toujours plus le style de Satie du début des années 1890. Vous savez, sa période bien dure, bien mystique, bien religieuse, ésotérique Satie, hein, et comme quoi, oui, en des termes, je pense qu'il eût été à même, hein, et je vous invite à lire ce qu'il a écrit, hein, partant, John Cage, sur Satie. Je pense qu'il eût été à même de mieux l'expliquer que votre serviteur, mais cette œuvre, pour dire que cette œuvre de 1980, par cette synthèse que j'espère, vous avoir fait comprendre, hein, dans les grandes lignes, les principaux aspects. Tout ça pour montrer qu'il y a bel et bien, en dépit de ceux qui nous ont dit que Satie avait changé de style à plusieurs reprises, qu'il existe bien une homogénéité, une unité stylistique dans l'ensemble de la démarche de notre compositeur, hein. C'est ça qu'avait capté John Cage. Écoutez ça, hein, cette œuvre de 80 pour le piano, et vous m'en direz des nouvelles. Je pense que l'idéal, c'est avant d'aller dormir. Je n'irai pas jusqu'à dire dans un état de conscience modifié, mais si vous en êtes à devoir prendre des trucs pour vous aider à vous endormir, eh bien, je pense que ce sera le moment idéal, juste avant ça. Vous voyez, entre les deux. Hein, c'est, oui, dans quelque chose qu'on pourrait désigner comme relevant, allez savoir, de l'inter-rêve, de l'inter-songe. Bon, suffit, Fredo, hein, on va pas divaguer. Je tiens à vous faire lecture. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vais vous faire lecture de l'article d'Éric Satie, Musique nouvelle, paru dans l'Humanité. Cet article de Cet article de 1919, qui commence de la sorte: «Pour combattre une idée avancée. Pour combattre une idée avancée, en politique ou en art, tous les moyens sont bons, surtout les moyens bas.» Je vais reprendre la lecture dans quelques instants, mais j'aurais bien aimé aussi vous recommander, on s'éloigne un peu ici, d'Éric Satie, et pas vraiment, pas vraiment. Et de même que je vous ai recommandé cette pièce de Cage, eh bien, il y a ce Stockhausen, qui était parmi nos invités aujourd'hui. Ce Stockhausen, dont j'ai fait la découverte récemment, il a pas mal produit, toute une époque, il a produit des enregistrements, dont certains ne sont encore, à ce que j'ai pu comprendre, disponibles qu'en vinyle. Et là, je suis tombé sur des gravures
de ce qui était sorti en vinyle en 1973. Il avait sorti un album avec... Il y a 4 plages. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire l'audition des 4 en suivant, si pas vraiment habitué, hein, mais ça s'appelle, et là je vais mal le dire en allemand, Goldstaub. Je mets en description. Ça s'appelle comme ça, et c'est un enregistrement. Bon, le bouddhisme, c'est pas vraiment ma came, mais c'est une production faite en partenariat avec des moines bouddhistes chez lui dans son patelin en Allemagne. Hein, ils avaient enregistré ça. Il y a également une trompette. Je ne sais pas si c'était déjà son fils, s'il était déjà en âge de jouer, de se produire sur un disque de son père à ce moment-là. Vous pourrez entendre également de la trompette. Il y a des cowbells, hein, des cloches de vache. Oui, des cloches de vache d'Extrême-Orient. Et il y a aussi, surtout, ce que Stockhausen était à même, lui qui a beaucoup voulu travailler là-dessus, ce qu'il était à même de faire avec sa voix, avec sa bouche. Et vous verrez, vous ne le regretterez pas. C'est allez écouter ce vinyle qui est peut-être, si vous le savez, dites-le moi, hein, si vous êtes au courant, s'il est disponible sous format numérique. Désormais, si on peut se le procurer en matériel, en CD, s'il a existé à partir... Je ne pense pas. Je pense pas qu'il ait existé à partir d'un moment en CD audio matériel, rien qu'en vinyle, il me semble. Oui, eh bien, j'espère que tout ça, ça vous plaira. Alors, pour terminer, le texte, l'article de Satie, je ne m'interromps plus. Pour combattre une idée avancée, en politique ou en art, tous les moyens sont bons, surtout les moyens bas. Les artistes neufs qui changent quelque chose, écrits en grand, réclamés en grand caractère par Satie. Les artistes neufs qui changent quelque chose connaissent les attaques que de tout temps leurs ennemis dirigeurs et dirigent contre la nouveauté des tendances, des visions qu'ils ne comprennent pas. Il en est en art comme en politique. Jaurès a été attaqué comme l'ont été Manet, Berlioz, Wagner, Picasso, Verlaine et tant d'autres. Cela recommence toujours, et ce sont toujours les mêmes qui combattent le progrès sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations. Les soutiens des habitudes prises, les je reste sur place de bonnes gens. J'ai le désir de défendre dans ce journal ceux de mes camarades musiciens, appartenant aux groupements musicaux avancés. Il m'a semblé bon et utile de le faire ici, dans un milieu qui a mon affection et dont je fais naturellement partie. N'est-ce pas naturel, n'est-il pas naturel qu'un artiste avancé soit avancé en politique? Oui, n'est-ce pas? Eh bien, eh bien, mes amis, cela est très rare, rarissime, dirais-je. Si j'osais, plus rare que vous ne pouvez le supposer. Ainsi, Monsieur Saint-Saëns, ce grand patriote, a eu son heure avancée. Il est vrai que cette heure avancée ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Nous savons ce qu'a fait Monsieur Saint-Saëns pour les musiciens de toutes catégories. Ah, ce n'est pas un bon type, ce brave Monsieur Saint-Saëns. Combien il sait pratiquer la gentille maxime, tout pour moi, rien pour les autres. En voilà un qui n'aime pas les socialistes, du reste. Cela vaut mieux, vous ne trouvez pas? Debussy était loin d'avoir politiquement, socialement, les mêmes aspérités de goût que musicalement. Ce révolutionnaire en art était très bourgeois dans l'usage de la vie. Il n'aimait pas les journées de 8 heures ni autres modifications sociales. Je puis vous l'affirmer, l'augmentation des salaires, sauf pour lui,
bien entendu, ne lui était pas très agréable. Il avait son point de vue. Étrange anomalie. Je dois vous dire, et c'est pour moi une joie de le faire, que les jeunes musiciens partagent mieux nos opinions. Ils y viennent. Ce que nous voulons ne les effraie pas. Ça, c'est un progrès. Ne vous semble-t-il pas? Ils aperçoivent qu'il doit y avoir concordance entre leurs aspirations artistiques et leur vue sociale. Mais quels sont les musiciens jeunes dignes d'attirer notre attention? Dans de prochaines notes, je vous parlerai de ces jeunes. Je vous signalerai leurs travaux. Je vous dirai où vous pouvez entendre leurs ouvrages et je serai heureux si mes efforts peuvent aider au développement de la culture musicale dans notre grande famille socialiste. Famille exquise, que j'aime de tout mon cœur. Éric Satie, 11 du 10 1919. Et si vous me permettez encore, ces quelques lignes de Stéphanie et de ses parapluies d'Éric Satie. J'espère que ces 3 numéros dans l'ensemble vous auront plu. Oui, j'ai perdu mon... Voilà, on y est. Pardonnez-moi pour vous avoir fait attendre ces quelques derniers instants. Parfois, j'espère que ces 3 numéros vous auront plu. Et pour aujourd'hui, encore une fois, pardonnez-moi peut-être, mais vraiment, c'était un peu au-dessus de mes forces. Surtout et peut-être même du degré de fièvre. Alors, parfois, quand on a de la chance, la vie nous amène à croiser quelqu'un qui possède un morceau de nous caché et qui lui appartient. Je pense que ceci résumera tout, hein. Parfois, c'est de Stéphanie Calfon. Parfois, quand on a de la chance, la vie nous amène à croiser quelqu'un qui possède un petit morceau de nous caché et qui lui appartient. On ne s'en parle jamais, on le sait. Satie était de ceux-là. En étant lui-même, il vous volait quelque chose et qu'il vous insufflait ensuite dans l'intimité d'une mesure juste pour vous, l'âme. Écoutez, cette gnosienne instable faite seulement pour vous, qui vous fait silence et vous approfondit. Et je rappelle au besoin qu'il disait: je m'appelle Éric Satie, comme tout le monde. Merci à vous.